l'exercice 76, on va bien analyser l'énoncé afin de voir quelle est la question la plus importante et aussi voir à quoi le déterminant peut nous servir pour récupérer des éléments essentiels à l'exercice. Donc, première question, trouver des lambdas réels tels que f moins lambda identité de R3 non injectif. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute. Déterminer les sous-espaces propres, Kezako. Trouver une base de R3 dans laquelle la matrice de F est diagonale, puis calculer la puissance n et la dimension du commutant de A. Bon, déjà, on voit tout de suite que la clé de l'énoncé, c'est cette question-là. Alors pourquoi c'est la clé? Parce que cette question-là va évidemment permettre de répondre facilement aux deux questions suivantes, puisqu'on sait qu'on va reporter le calcul dans la bonne base dans laquelle la matrice a une bonne tête pour pouvoir effectuer le calcul du commutant et le calcul de la puissance. Mais, pour pouvoir accéder à cette information, probablement que les deux premières questions vont être les questions clés qui vont nous permettre d'arriver à une matrice diagonale. Donc, la bonne question que pose cet exercice, c'est comment on peut obtenir une base dans laquelle la matrice est diagonale. Eh bien, supposons que ce soit le cas. Supposons qu'on ait trouvé une base dans laquelle la matrice est diagonale. Cette base-là, je vais l'appeler B. Je vais dire que la matrice est diagonale. C'est-à-dire qu'on a trouvé une base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc dans laquelle la matrice est diagonale, ce qui signifie que les seuls coefficients non nuls qu'on peut avoir seront situés sur la diagonale. On va récupérer lambda 1, lambda 2, lambda 3, les autres coefficients étant nuls. Alors on va faire ce qu'on fait habituellement. On peut faire ce qu'on fait habituellement quand on résout, justement, quand on cherche une base dans laquelle on a cette propriété, c'est regarder les contraintes qui pèsent sur ces vecteurs-là. Et on va noter que les contraintes sont toujours les mêmes. C'est que f de lambda i, epsilon i, pardon, est égal à lambda i fois epsilon i. Ce que l'on peut également écrire, f moins lambda i identité de R3 évalué sur le vecteur epsilon i est égal à 0. Ce qui veut donc dire que les vecteurs que l'on cherche, on les cherche dans des sous-espaces vectoriels particuliers, dans les noyaux de f moins lambda i fois identité de R3. Mais la question qui se pose, c'est que la plupart du temps, ces noyaux sont réduits à 0. Donc comme ces noyaux sont réduits à 0, je ne peux pas épuiser des vecteurs d'une base. Donc la première question qui semble assez naturelle, c'est qu'il faudrait déjà trouver des valeurs de lambda pour lesquelles le noyau de f moins identité de R3 n'est pas réduit à 0. Donc voilà déjà une réponse à nos objectifs. Donc une réponse, c'est chercher les lambda appartenant à R, tel que le noyau de f moins lambda identité de R3 ne soit pas réduit au vecteur nul. Pour épuiser des vecteurs et construire une base dans laquelle la matrice sera diagonale. Et si on regarde les propriétés équivalentes à cette propriété, on va déboucher sur quoi? Que le noyau de f moins, identité est différent du vecteur nul de E, ça signifie que l'application f moins lambda identité de R3 n'est pas injective. Si on continue nos investigations, on sait que f moins lambda identité de R3, c'est un endomorphisme de R3. Or, on a vu une caractérisation des applications non objectives dans R3. On sait que dans R3, si on n'est pas injectif, on n'est pas surjectif, on n'est pas bijectif. Donc ceci est parfaitement équivalent à dire que f moins lambda identité de R3 est non bijective. Donc ça, c'est la caractérisation des automorphismes en dimension finie. Et on peut bien appliquer cette caractérisation pour deux choses. Déjà, cette application est un endomorphisme de R3 comme combinaison linéaire d'endomorphismes de R3. Et de plus, R3 est un espace vectoriel de dimension finie. Or, on a caractérisé les applications endomorphismes non bijectifs par leur déterminant. On a vu qu'un endomorphisme
n'est pas un automorphisme si et seulement si son déterminant est égal à 0. Or, pour calculer le déterminant d'une application linéaire, il suffit de calculer le déterminant de n'importe quelle matrice qui représente son application linéaire dans une base. Or, la matrice A étant donnée dans la base canonique, on va calculer le déterminant de cette application dans la base canonique. La matrice de F dans la base canonique, c'est la matrice A, et la matrice de l'identité de R3 dans la base canonique, c'est la matrice I3. Donc on récupère que s'il existe des valeurs de lambda pour lesquelles ce noyau est différent de 0, eh bien ces valeurs de lambda vont vérifier une équation. Et cette équation, la voici, c'est le fait que le déterminant de A moins lambda identité est égal à 0. Donc voilà le cœur du problème. Trouver une base dans laquelle la matrice est diagonale, c'est avant tout trouver des valeurs de lambda sur lesquelles on peut chercher des vecteurs qui conviennent. Et ces vecteurs qui conviennent, ça sera dans les noyaux de ces applications-là où lambda vérifie cette équation. Ce qui explique déjà pourquoi on va s'orienter vers ce déterminant et pourquoi on va chercher des vecteurs dans ces sous-espaces vectoriels particuliers. Le calcul du déterminant de A moins lambda I3, donc je vais juste remplacer la variable lambda par la variable t. Donc on va calculer ce déterminant. Pour ça, on va préparer un tout petit peu ce calcul, mettre un ou deux zéros en plus pour pouvoir faciliter le développement par la méthode de Sarrus. Par exemple, ici, je vais additionner à la troisième colonne la deuxième colonne, ce qui ne change pas la valeur du déterminant. Donc là, on récupère toujours 3 moins t moins 1, donc 2 moins t moins 1. Donc en ajoutant ces colonnes, on va récupérer ici 0, 1 moins t, et ici 5 moins t. Une autre opération qu'on peut faire quand même à moindre frais, ce serait par exemple d'ajouter à la colonne numéro 2 la colonne numéro 1 pour mettre un 0 ici. Donc ce qu'on va faire, donc je recopie la première colonne telle qu'elle, et donc j'ajoute à la colonne numéro 2 la colonne numéro 1. Donc on va récupérer ici 5 moins t, moins 1 moins t, et ici 0. Donc maintenant qu'on a placé deux zéros à des endroits stratégiques pour le calcul de ce déterminant, eh bien, lançons-nous dans le calcul du déterminant en explicitant la méthode de Sarrus. Donc on va récupérer ici 3 moins t, facteur de 5 moins t, facteur de moins, entre parenthèses, 1 plus t. Donc je vais mettre moins 1 plus t, facteur de 3 moins t, facteur de 5 moins t. Donc ça c'est pour la diagonale principale. Là j'ai une diagonale avec 2 zéros, donc a priori ça donne 0. Et ici on va récupérer plus 5 moins t, facteur de 1 moins t. Maintenant on passe aux diagonales secondaires. Ici on a 0, ici on a 0. Et ici on va récupérer donc moins 5 moins t au carré. Donc plus 5 moins t au carré. Alors c'est une très bonne opération finalement, puisque on s'aperçoit que 5 moins t est en facteur de chacun des termes. Donc on factorise 5 moins t à chaque membre. Ici donc on va récupérer, donc dans ce membre-là, il va nous rester 5 moins t. Dans ce membre-là, il va nous rester plus 1 moins t. Et dans celui-ci, il va nous rester le produit de ces deux facteurs-là. Donc il va nous rester donc moins 3. Des termes en t, j'en ai moins t plus 3t, j'en ai 2t moins 2t. Et enfin, plus t carré. On va regarder l'expression du second degré qui nous reste à calculer. C'est une expression du second degré en t. Donc on va récupérer t carré. Des termes en t, on en a moins 4. Et des termes constants, on en a 5 et un 6. 6 moins 3, 3. Là, on voit tout de suite que 1 est une solution de cette équation du second degré. Donc t moins 1 se factorise. Ici, on a forcément t pour obtenir t carré, et ici forcément moins 3 pour obtenir le facteur plus 3. En redéveloppant, on obtient bien t carré moins 4t plus 3. Bilan. Alors, on avait dit que le noyau de f moins lambda identité était différent de 0 si ce déterminant était nul, c'est-à-dire si ce déterminant était nul, ce qui me permet donc de dire que c'est le cas si et seulement si lambda appartient à l'ensemble 1, 3 et 5.
Donc on vient, avec le vocabulaire qui a été mis en place juste avant l'exercice, de déterminer ce qu'on appelle le spectre de la matrice A, ou le spectre de l'application linéaire F. Ce spectre est formé de 3 éléments, 1, 3 et 5. Donc maintenant l'objectif, ça va être de chercher les noyaux de 1 moins identité, enfin de f moins identité, les noyaux de f moins 3 identités et de f moins 5 identités, pour chercher des vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dans lequel notre matrice, elle aura forcément une bonne tête. Il faudra évidemment bien vérifier que c'est une base. Alors il nous reste à chercher une base de ces 3 noyaux, le noyau de f moins identité, f moins 3 identité et f moins 5 identité. Pour ça, je vais essayer de vous proposer 3 méthodes différentes pour calculer ces noyaux d'application linéaire. Alors déjà, ça c'est l'application f, c'est une application qui est définie sur R3, munie de sa base canonique. Donc pour déterminer le noyau de cette application linéaire, il faut regarder ce qu'on connaît de cette application linéaire. Nous, ce qu'on connaît de cette application linéaire, c'est sa matrice dans la base canonique. Donc l'idée, ça serait déjà de chercher, de regarder ce que donne la matrice dans la base canonique de l'application f moins identité de R3. Voilà, cette matrice, c'est la matrice de f moins identité, c'est-à-dire il faut retirer l'identité à cette matrice. Quand on retire l'identité à cette matrice, on va récupérer la matrice. Donc 2, moins 1, 1, il n'y a que les coefficients diagonaux qui sont impactés. Donc voilà la matrice de cette application, c'est la matrice A moins I3. Alors pour déterminer une base du noyau de f moins identité, comme on travaille, on raisonne matriciellement, je vais me donner un vecteur qui est censé être dans le noyau, je vais l'appeler x, et je vais le noter à l'aide de sa matrice, puisqu'on sait que pour avoir l'expression de l'image du vecteur x, y, z par cette application linéaire, il suffit d'effectuer le produit de la matrice A moins identité par la matrice x. Donc je vais dire que la matrice x appartient au noyau de f moins identité de R3. Ça, c'est équivalent à dire que le résultat du produit matriciel de cette matrice par cette matrice colonne est nul. Donc ce qui va revenir à résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus. La première équation, c'est donc cette ligne multipliée par cette colonne pour marquer que tous les deux vont être en facteur, donc je vais les simplifier dans la foulée. Donc la première équation, c'est x plus y moins z est égal à 0. La deuxième équation, c'est moins x moins y plus z est égal à 0. Et enfin, la dernière équation, c'est x moins y plus 5z est égal à 0. Donc on va résoudre ce système-là en exploitant la méthode de Gauss. Donc je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième équation par la deuxième équation plus la première. On obtient 0 égale 0. Donc cette équation, elle disparaît directement. Je vais remplacer la troisième équation par cette troisième équation moins la première. Ici, on va récupérer donc moins 2y plus 6z est égal à 0. On voit qu'on peut multiplier la dernière équation par moins 1,5. Donc on récupère cette équation. Et une fois cela fait, on peut retirer à la première équation cette équation-là pour récupérer notre inconnu principal. Donc là, on va récupérer x, y moins y, ça fait 0. Z plus 3z, ça fait plus 2z. Donc on récupère que notre système possède deux inconnues principales, ici x et y, et que notre paramètre, ce sera z. Donc on vient de voir que comme la dimension du noyau, c'est le nombre de paramètres, le noyau, il va être de dimension 1. Donc on peut dire que le noyau de f moins identité de R3, c'est égal à l'ensemble des triplets x, y, z qui vérifient la contrainte x est égale à moins 2z, y est égal à 3z. Donc c'est les vecteurs de la forme moins 2z, 3z, z, où z est un nombre réel quelconque. On vient donc de démontrer que le noyau, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 2, 3, 1. Ce vecteur-là, je vais l'appeler epsilon 1. Alors ce qui va être très important, à ne pas perdre de vue, c'est que par construction, on n'a pas à le vérifier, il est dans ce noyau, par construction, ce vecteur vérifie f de epsilon 1 est égal à epsilon 1. Ce vecteur, il est invariant par f,
puisqu'il provient directement de ce noyau. Donc voilà une première façon de calculer le noyau d'une application linéaire. Ça, c'est vraiment la méthode pas de gamme, résolution d'un système. Ça, c'est vraiment inattaquable et il faut savoir faire ce genre de choses. Alors, on va passer à une autre méthode hein, pour calculer le noyau de f-3 identités. Alors pour ça, je vais évidemment travailler, là par contre, comme dans la méthode précédente, sur la matrice. Donc la matrice dans la base canonique de f-3 identités, c'est la matrice A-3 identités. Donc cette matrice-là, on obtient en retirant à cette matrice-là la matrice 3 identités. Donc sur la première colonne, on va récupérer deuxième colonne, troisième colonne. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, si l'application f-3 identité, je l'appelle G, juste l'espace d'un instant pour pouvoir analyser les choses, qu'est-ce que je peux dire directement? Donc, une autre méthode. Je peux déjà dire que le déterminant de cette application, il est nul, puisque je vous rappelle que tout ça, ça provient du fait que le déterminant de f-lambda identité est égal à 0. Donc je peux déjà dire que le rang de G, il est clairement inférieur ou égal à 2, puisque cette matrice n'est pas inversible. Mais comme les deux premières colonnes ici sont indépendantes, je peux dire que le rang de G, il est supérieur ou égal à 2. On peut donc dire que le rang de G est égal à 2, ce qui permet, grâce à la formule du rang, de démontrer que le noyau de G est égal à 1. Donc là, j'ai choisi une analyse plutôt géométrique à travers les applications linéaires. Je calcule le rang, ce qui me permet de déterminer le rang de cette application linéaire. Ensuite, maintenant que je sais que le noyau est de dimension 1, si j'arrive à trouver un vecteur non nul dans le noyau, j'ai gagné. Alors pour ça, il faut que je regarde les colonnes de cette matrice, puisque je sais que les colonnes de cette matrice symbolisent G de E1, G de E2, G de E3. Je vous rappelle que G, j'ai posé cette application-là dans la base E1, E2, E3. Et là, j'ai un 0 que je vais chercher à exploiter. Je vais déjà dire, je vais déjà calculer, ça paraît assez légitime, G de E1 plus G de E2. Pardon, G de E2 plus G de E3, puisque je m'aperçois qu'en calculant G de E2 plus G de E3, la somme de ces deux vecteurs va m'amener à un 0. Ce vecteur-là, ça va être égal à quoi? La première composante est nulle, sa deuxième composante, c'est moins 2, donc c'est moins 2E2, et la troisième composante, c'est 2 plus 2E3. C'est-à-dire, comme je travaille dans la base canonique, ça, je peux l'écrire comme un triplet, je peux l'écrire comme ce triplet-là. Or, vous remarquez que ce triplet-là, c'est 2 fois la colonne qui est ici, c'est donc 2 fois G de 1. Je m'aperçois donc par linéarité de G que G de 2E1 moins E2 moins E3 va être égal à 0 puisque l'application G est linéaire. On vient donc de trouver un vecteur non nul dans le noyau de G. Comme le noyau de G est de dimension 1, on peut donc conclure que le noyau de G, c'est-à-dire le noyau de l'application f-3 identité, c'est donc l'espace vectoriel engendré par ce vecteur. Comme E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3, je peux dire que le noyau de G, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 2, moins 1, moins 1. Voilà comment on peut écrire le noyau de G. Et donc, par construction même de ce vecteur que je vais baptiser epsilon3, et vous allez comprendre pourquoi, j'ai G de epsilon3 qui est égal à 0, et comme G c'est l'application f-3 identité, je récupère que f de epsilon 3 est égal à 3 epsilon 3. On récupère un autre vecteur dont l'image par l'application f est proportionnelle à ce vecteur. Donc là, on est dans la machinerie de découverte d'une base dans laquelle notre matrice est diagonale. Bien, il ne nous reste plus que la dernière matrice. Et là, je vais utiliser encore une autre stratégie, la stratégie, on va dire, des équivalences par ligne. Donc je reste sur une tactique matricielle. Cette fois-ci, je vais considérer l'application f-5 identité de R3. Ce que je connais de f, c'est sa matrice dans la base canonique. Donc je vais regarder la matrice dans la base canonique de cette application. Et on sait que c'est 5 moins identité 3. Donc on va retirer à la matrice A, on va retirer la matrice 5 identité. Donc on va récupérer moins 5 sur la diagonale. Donc moins 2, moins 1, 1. 2, moins 5,
moins 1, moins 2, 1, 1. Et là, ce que je vais dire, c'est, d'après le cours, je sais que des matrices qui sont équivalentes par ligne ont déjà le même rang, ça c'est sûr, mais conservent aussi le noyau. Ça veut dire qu'on pourra éventuellement lire le noyau plus simplement sur cette application-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec des équivalences par ligne. Je vais déjà mettre la ligne la plus favorable en première position. Et je vais placer cette ligne-là. Ouais, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon, j'ai commencé, j'ai pas envie de gommer. Voilà. Hop. Maintenant que j'ai une ligne favorable, donc j'ai échangé la L1 et L3. Non, et L2, pardon. Ouais, j'aurais mieux fait de faire avec L3, mais bon, c'est pas grave, on va se récupérer. La première ligne, là, je n'y touche pas. Et je remplace la deuxième ligne par la deuxième ligne plus 2 fois la première. Ce qui va me ramener ici, et c'était prévisible, 0, 0, 0, puisque les deux lignes étaient proportionnelles. Et la troisième ligne, je vais lui ajouter la ligne L1. Ce qui va me donner ici 0, moins 6, 2. Donc du coup, je vais repermuter la deuxième ligne et la troisième ligne, et je ferai dans la foulée une dilatation, pardon, qui ne change pas évidemment le rang. Donc je vais récupérer ici 0, moins 3, 1, et je vais raisonner sur cette matrice. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici déjà de direct? Je peux dire que le rang de cette matrice-là, il vaut 2. Donc le rang de cette matrice-là vaut 2. Je vous rappelle que les opérations élémentaires sur les lignes ne changent pas le rang. Donc là, on vient de montrer que le rang de 5 moins identité de R3, le rang de cette application linéaire, parce que le rang de la matrice vaut 2. L'application de la formule du rang me dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ R3 moins le rang de l'application est égal à la dimension du noyau. Donc la dimension du noyau, c'est 3 moins 2, c'est 1. Ce qui veut donc dire que, comme tout à l'heure, si j'arrive à trouver un vecteur non nul dans le noyau, j'ai gagné. Alors ce vecteur non nul, il est peut-être difficile à faire apparaître ici. Il paraît nettement moins difficile à faire apparaître ici. Donc c'est justement ce qu'on va chercher à voir. Alors on pourrait même encore un tout petit peu simplifier la matrice en ramenant un 0 ici si ça nous fait plaisir. Et tiens, ça me fait plaisir. Alors ça ne sera pas forcément la matrice échelonnée réduite que je vais récupérer. Mais là, quand je fais la différence entre ces deux lignes, là je vais ramener un 2 et un 0. Et là, 0, moins 3, 1. Alors là, du coup, lire un vecteur dans le noyau, ça paraît pas très très compliqué. Je vais prendre le vecteur, cette application-là, je vais l'appeler G momentanément. Si je considère le vecteur G de E2, si je lui retire moins 2 fois G de E1, je vais ici. Et si je lui ajoute 3 fois le vecteur G de E3, je vais tomber sur 0. Donc là, je suis en train de dire que si je fais 3 fois cette colonne, moins 2 fois cette colonne, plus cette colonne, je devrais récupérer 0. On essaye, moins 6, moins 6, moins 6, moins 6, moins 6. N'importe quoi, c'est 3 ici, donc effectivement, moins 6. Moins 6, moins 6, moins 6, moins 6. G de 2, elle est là. Donc moins 6 plus 2, ça va faire moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et on peut le regarder, ça fonctionne sur les autres. Ici, je vais récupérer 3. Moins 2 fois G de 1, donc là, ça va me faire 3 et 2, 5. 5 moins 5, ça fait bien 0. Et la dernière composante, ça va se passer de la même façon. Donc en fait, ça permet de voir que G de moins 2 E1 plus E2 plus 3 E3 est égal à 0. On vient donc de trouver un vecteur non nul dans le noyau de cette application linéaire. Comme le noyau est de dimension 1, on peut donc bien en déduire que le noyau de F moins 5 identité de R3, c'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur, comme c'est la base canonique, de coordonnées, alors attention, là c'est un 1, donc de coordonnées moins 2, 1 et 3. Et ce vecteur-là, je vais le baptiser epsilon 5. Et ce vecteur epsilon 5, vu l'endroit où il se trouve, il a une image spéciale. F de epsilon 5 est égal à 5 epsilon 5. Voilà, pour 3 façons de calculer le noyau d'une application linéaire, 3 méthodes différentes.
Alors là, évidemment, on va faire une proposition de base pour que la matrice soit diagonale. Là, ma proposition, elle est évidemment pas du tout originale. Je vais prendre les trois vecteurs que j'ai trouvés, le vecteur epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, qu'on a trouvé dans les calculs précédents. Donc epsilon 1 qui est ici, epsilon 3 qui est ici, et le vecteur epsilon 5 qui est là. Donc bon, il faut déjà montrer que c'est une base avant toute chose. Pour démontrer que c'est une base, je vais calculer le déterminant dans la base canonique de la base B. C'est plus efficace. Donc ça va me donner donc, les coordonnées du vecteur epsilon 1 dans la base canonique. C'est moins 2, 3, 1. Les coordonnées du vecteur epsilon 3, c'est 2, moins 1, moins 1. Et les coordonnées du vecteur epsilon 5, c'est moins 2, 1, 3. Si le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique est non nul, ça sera bien une base. Alors, tiens, je ne vais pas appliquer la méthode de Sarrus directement. Je vais juste utiliser des petites opérations. Je vais ajouter à cette colonne la colonne qui est là pour me ramener un 0 ici. Oh, ça fait 2 zéros, j'ai de la chance. Et puis je peux même faire... Non, ben là, ça vaut même plus le coup, puisque avec ce que j'ai fait là, je vois qu'un développement selon la colonne numéro 2 fonctionne. Il est affecté d'un moins ici, d'un plus ici, c'est normal, il est sur la diagonale. Donc je vais récupérer que ce déterminant-là, il vaut 2 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne du 2. Donc je vais récupérer comme déterminant moins 2, 1, moins 2, 3. Donc le déterminant, ça sera 2 facteur de moins 6 plus 2. On va donc récupérer moins 8, qui est bien différent de 0. Donc comme le déterminant de la famille B dans la base canonique est différent de 0, on peut donc déjà bien en déduire que B est une base de R3. Alors il n'y a pas de calcul, il n'y a surtout pas de calcul de matrice de passage et tout ça, puisque la matrice dans la base B de F, si on écrit la légende, c'est F de epsilon 1, F de epsilon 3, F de epsilon 5, que j'exprime dans epsilon 1, epsilon 3, epsilon 5. Et ça va me donner donc 1, epsilon 1, 0, epsilon 3, 0, epsilon 5. Ici 0, 3, 0. Et ici 0, 0, 5. Puisqu'on a les relations qu'on a déterminées qui nous permettent de dire que je connais la décomposition de epsilon 1 dans la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 5. Donc on récupère directement une matrice diagonale, mais là encore une fois, ce n'est pas une surprise. C'est dû à l'endroit où on a trouvé les vecteurs, et en cherchant les vecteurs à ces endroits-là, on se doutait bien que si on en trouvait suffisamment, en formant une base, eh bien on allait récupérer une matrice qui est diagonale. Donc là, il n'y a surtout pas de formule de changement de base et le calcul à faire avec des changements de base. Même si vous les faites, si vous les faites, vous allez récupérer cette matrice. Mais les faire, c'est idiot. On a cherché des vecteurs à des endroits particuliers pour pouvoir récupérer une matrice diagonale. Servons-nous de la définition de ces vecteurs. Alors là, on s'aperçoit dans la question numéro 4a que le calcul de a puissance n n'est évidemment pas du tout simple à récupérer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à la matrice de f dans la base B. Je vais l'appeler U, cette matrice. Et je m'aperçois